Révolution digitale, épisode 93. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Critique d'art française installée à Paris, auteur de l'histoire de l'art pour les nullissimes aux éditions First, citée par The Art Gorgeous magazine comme l'une des femmes les plus influentes de la scène artistique en France, fondatrice et directrice de l'observatoire social media Smiling People créé en 2011, créatrice du Grand Prix de l'e-réputation, experte du web depuis les années 1990 avec la création du musée du sourire, le premier musée virtuel au monde lancé en 1996, pionnière sur le territoire du virtuel et aussi des réseaux sociaux, et cette année la parution d'un guide de survie digitale aux éditions Infine. Tribu Digital, je suis vraiment enchanté de recevoir aujourd'hui Alexia Guggemos. Hello Alexia. Bonjour François Lambert et bonjour aussi à Hélène. Ben oui, bonjour à toi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est le matin, il est tôt pour toi, c'est le soir pour nous, mais malgré tout, est-ce que tu es prête à nous inspirer aujourd'hui ? Je suis prête à vous inspirer, à vous transmettre des bonnes pratiques, mon sourire, et je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous. Merci de cette invitation à Révolution Digitale. Avec plaisir, vraiment. Bon, Alexia, je viens vraiment de faire une toute petite intro de ton parcours, de ton background. On y a été, on a mis ce qu'on pouvait y mettre. Mais est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose et avant qu'on parle de tes projets, de tes livres, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Alors, j'habite à Paris, dans le 17e. On me connaît surtout pour le musée du sourire dès les années 90. Une petite chose que l'on ne sait pas, parce que j'ai pas l'occasion d'en parler, et merci de me poser la question, c'est que j'aime l'eau, j'aime la natation pour avoir nagé 3 heures tous les soirs pendant des années, et je suis détentrice d'un record d'Europe du 4 fois 100 mètres nage libre. 4 fois 100 mètres. Du 4 fois 100 mètres nage libre. Alors là, c'est incroyable parce que juste avant... 4 nages. 4 nages, ok, d'accord. Eh ben, écoute, on a eu, juste avant toi, la semaine dernière, on a eu une marathonienne qui avait son record à 3h08. Aujourd'hui, on a une nageuse. C'était à titre professionnel que tu faisais ça ou c'était en niveau amateur? Comment t'as fait ce record? C'était pour le plaisir, mais c'est vrai que j'étais embarquée dans l'équipe de France. Je peux en parler puisqu'en fait l'élément liquide, le fluide est mon élément et je m'y retrouve dans l'univers digital. Ah bah oui, tout à fait, c'est vraiment une très belle comparaison. Justement, parlons un peu de cet univers digital, de ce que tu fais. On a parlé dans ta bio de l'Observatoire Social Media, il y a aussi ton tout nouveau livre qui vient de paraître, Guide de survie digitale. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça, sur quoi tu travailles principalement pour le moment, comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ces business models? Alors, le guide de survie digitale s'adresse aux créateurs, aux entrepreneurs. C'est leur donner, en tout cas en France, les francophones, les clés pour en fait se positionner sur cet écosystème de l'information. Après avoir livré un premier guide sur les bonnes pratiques, l'écosystème évolue tellement vite
que c'est une mise à jour, mais c'est aussi répondre à des questions de survivre aux algorithmes, survivre aux fake, aux faux dans tous les sens, soit des fausses nouvelles, etc. Et survivre aux hackers, survivre à des clés pour la protection des données. Par ailleurs, j'enseigne et j'écris puisque je suis critique d'art. J'aime prendre ma plume pour soutenir des actions, des artistes, des talents de manière générale. Donc j'ai une chronique sur le Huffington Post en France et aussi au Québec. Et j'écris pour The Art Newspaper, qui est un média spécialisé dans l'art contemporain international. Ouais, c'est vraiment génial. Et quand on voit ton parcours, on voit que tu as touché à tout, mais c'est-à-dire que tu as suivi une ligne directrice. Les arts, on peut aller jusqu'au digital. Tu es à l'aise dans l'eau. Tu as un record du 400 mètres, 4 nages. Et j'avais envie de te demander comment est-ce que tu es passé vraiment de l'art à la survie digitale, aux réseaux sociaux? Je me suis posé, la première question, c'était défendre, soutenir, valoriser, promouvoir la création française à l'étranger. Ce qui m'a guidée pour me demander comment les artistes français étaient perçus à l'étranger, et par conséquent, les réseaux sociaux étaient une vitrine extraordinaire. Donc, j'ai réalisé des études autour de l'e-réputation, et aussi pour pouvoir leur dire comment exister, comment présenter leur travail. Donc, ma première démarche a été de les accompagner le mieux possible, comme un agent, comme si je devenais, grâce aux réseaux sociaux, un agent digital. Oui, et ça va intéresser vraiment pas mal de monde. Alors, j'ai pas encore lu le guide de survie digitale et je l'ai mis sur ma liste. On va se le procurer. Mais j'aime bien le fait que l'accent est fortement mis sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une vague des réseaux sociaux. Quand on est entrepreneur, qu'on est créateur, qu'on est créatif, on sait qu'on a besoin d'aide sur ces réseaux. Mais par où prendre cette vague des réseaux sociaux? C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui nous contactent et qui ont peur de rater le bateau, de rater en anglais, on parle de FOMO, the fear of missing out, que si on n'est pas sur Instagram, on rate quelque chose, qu'on va pas faire des affaires. Par où on commence avec les réseaux sociaux? Alors, par où commence-t-on? Par savoir où on veut aller. C'est comme un navigateur, comme un skipper sur un bateau. Est-ce qu'il s'agit de faire du cabotage ou de prendre la mer au large? Est-ce qu'on navigue en solitaire ou est-ce qu'on a un équipage avec l'idée d'une traversée? Donc c'est vrai que je file la métaphore de la navigation maritime, mais il s'agit vraiment de se positionner, que ce soit en compétiteur ou pas. Parce que derrière, il y a souvent la question de comment, au-delà de comment vendre, comment être connu, il y a la concurrence et comment être plus connu, plus visible que les autres. Donc, avec le recul, je dirais qu'il faut vraiment tracer son chemin avec cohérence. Donc, choisir les réseaux sociaux sur lesquels on veut être présent par rapport à son activité. Instagram, c'est vrai, avec son milliard d'utilisateurs, est devenu un incontournable dans le domaine de la création. Et il est vrai que cela embarque aussi beaucoup d'activités économiques. Avec 10 000 abonnés, il est possible maintenant de vendre des objets. Je pense que on n'est qu'au début d'une grande transformation de l'économie digitale par Instagram. Mais LinkedIn est très très important. Voilà, Twitter aussi. La question est quel temps consacrer et quel budget? Le temps, oui. Parce que les gens ne sont pas compétents pour le faire et considèrent que c'est en plus et que c'est tout le temps. Et il est vrai que le métier de community manager, ça s'est professionnalisé et que on y met de l'argent, donc ça devient un investissement. Il faut pouvoir mesurer cet investissement, y aller pas à pas. Ne pas viser le quanti mais la qualité et une présence régulière. Une présence régulière et maîtrisée, c'est-à-dire dans un premier temps
peut-être un site internet et le compte Instagram, son profil sur LinkedIn et avoir une stratégie par cible, mais sans vouloir arroser tous les réseaux avec cette idée d'être présent partout. Ouais. Et justement, tu parlais de budget et de temps. Et est-ce qu'il est possible quand on lance un business, ou alors on a déjà lancé son affaire et on a envie d'être plus présent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est possible de se développer de manière efficace, de manière complètement organique, c'est-à-dire sans investir de l'argent? Alors, investir de l'argent reste quand même la clé, je dirais, d'un développement notoire, parce que être présent sur Facebook passe par des posts sponsorisés, même si on est dans le tourisme et qu'on souhaite être présent sur TripAdvisor, là aussi ça passe par un abonnement coûteux. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, tous ces investissements raflent les campagnes d'emailing ou de publicité dans du print. Donc, je pense qu'effectivement, il faut axer ces campagnes de communication sur ces supports-là. D'accord. Et par exemple, avec Instagram, pour un créateur qui lance son compte et qui aimerait bien faire croître ses abonnés, peut-être même faire venir des personnes sur son site web depuis Instagram, quel budget il faut compter quand on se lance pour être efficace? Je dirais quelques centaines d'euros. Il faut démarrer. Il y a plusieurs temps. Il y a le temps du démarrage qui est important puisque il va falloir se connecter à tout un écosystème, tout un réseau. Et puis il y a la valorisation des contenus. Donc il y a aussi le financement des contenus qui seront à sponsoriser. Donc je dirais dans un premier temps un peu plus. On est dans une centaine d'euros par mois. Et ensuite, on trouve un rythme de croisière en pilote automatique, je dirais. Oui, voilà. À ce moment-là, j'imagine que on raffine sa stratégie et que on change un peu ses KPIs, comme on dit. Mais alors, toi, justement, avant qu'on passe justement à la suite, à ton parcours, est-ce que tu aurais un autre petit conseil à donner pour bien se lancer sur les réseaux sociaux? Tu as déjà donné pas mal ici, mais quelque chose de pratique qu'on peut mettre tout de suite en place et qui est très efficace. Oui, je dirais une cohérence dans le nom et dans le visuel, c'est-à-dire un même nom pour une entreprise ou une personne, donc ses prénoms, noms, et un même visuel, c'est-à-dire bien même logo adapté à chacun des réseaux et sa même photo, c'est-à-dire quelque chose d'assez marketé. D'accord. Donc attention. Cohérence. Très important. Tu vas avoir l'impression que je te pose 1 milliard de questions sur Instagram et tout ça, mais est-ce qu'il vaut mieux se mettre en tant que personne sur Instagram ou est-ce qu'il vaut mieux mettre le compte de son entreprise? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, les algorithmes vont favoriser les comptes personnels sur les comptes entreprises, puisqu'ils partent du principe qu'une entreprise a l'argent pour sponsoriser les posts. Donc, d'où cette politique d'employee qui consiste à valoriser, à encourager les gens dans une entreprise à prendre la parole. Voilà. Donc un individu sera plus visible qu'une entreprise. Il faut différencier l'entreprise et le porteur de projet ou l'entrepreneur. L'entrepreneur, il met sa photo à lui, sa bouille. La société mettra son logo. Voilà. Mais la société pourra dire fondée par un tel. Voilà. Il faut vraiment dissocier les deux. Il faut être très, très clair. Il faut dissocier les deux. Et donc, ça veut dire que j'imagine dans ce cas-là, si sur Instagram, si j'ai envie d'être plus visible, plus efficace, il vaut mieux que je ne transforme pas mon profil en profil business, alors, par exemple. Il vaut mieux que ça reste François Lambert sur Instagram. Alors, le profil business, il est indépendant de l'activité. En fait, le profil business permet d'avoir des statistiques. Donc, je recommande de passer en mode business.
Ben voilà, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ça, Alexia. Et Tribu Digital, vraiment, prenez bien note, gardez bien ça à l'esprit. On va maintenant passer tout de suite à l'aventure, au voyage d'Alexia en tant qu'entrepreneur. C'est le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors, Alexia, commençons par notre question traditionnelle, l'appel à l'aventure. Bon voilà, on a eu un résumé dans ta bio de ce que tu faisais, mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais lancer ton propre projet, que tu voulais être à ton propre compte? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, j'ai tout d'abord créé une association. Comme aujourd'hui, on pourrait parler d'être auto-entrepreneur. C'est une petite structure légère qui était un premier pas vers l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut y aller modérément. On dit que dans l'entreprise, il faut compter 3 ans pour savoir que ça y est, c'est sa voie et qu'on est fait pour ça. Ce qui l'élément déclencheur, il a été de me rendre compte que ma richesse naissait de mes différentes expériences. De mon esprit curieux en tant que journaliste, fouineur en tant que critique d'art et pionnière, je dirais, par rapport à ce regard et cette appétence que j'ai pour les nouveaux médias. Et c'est en réalisant beaucoup de missions, en travaillant pour dans des secteurs différents que j'ai pu nourrir mon expertise. Et donc, cette pluralité qui aujourd'hui fait ma richesse, elle est née de ma liberté d'aller là où je sentais qu'il y avait quelque chose à saisir. Et donc, c'est en tant qu'indépendante que je me réalise le mieux. Voilà. Et donc là, pour le moment, tu es toujours indépendante. Alors, avec l'Observatoire Social Media, combien vous êtes dans cette structure? C'est toi toute seule ou vous êtes plusieurs? Alors, on est une dizaine d'experts. On échange à travers des think tanks, mais c'est une EURL, c'est-à-dire c'est un statut de SARL à titre individuel. Voilà, bah alors justement, tu as un esprit curieux, un peu un esprit fouineur. Est-ce que tu pourrais nous parler justement dans cette aventure de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu peux nous emmener dans ce moment et nous le raconter brièvement? Oui, en fait, c'est comme s'il y avait 2 mondes parallèles, un monde de salariés et un monde d'entreprise indépendante où ce n'est pas le même rapport au temps et quand la rémunération n'est pas au rendez-vous et qu'il faut pleurer et passer plus de temps à réclamer de l'argent, mais ça je pense que tous les entrepreneurs ont été confrontés à ça. C'est un petit peu non pas décourageant, mais je dirais c'est triste et c'est là où en fait on sent la dichotomie des deux. Le gap, il a été, pour revenir au sujet du digital, parce qu'on vit une phase de maturité, je dirais, mais le gap, il a été de penser que le community management était quelque chose à donner à des jeunes qui, forcément, puisqu'ils sont des digital natives, savent faire. Et donc, cette façon d'appréhender la transformation digitale en entreprise, en tout cas en France, est un handicap puisque il s'agit d'une approche tout à fait stratégique pour les entreprises et le community management est souvent quelque chose en fait d'assez ingrat que je considère comme c'est un peu la manœuvre. C'est le manœuvrier, ouais. C'est l'ouvrier du digital, donc pas considéré, du temps passé qui n'est pas reconnu. Comment valoriser ce travail de community management? Il faut toujours faire des reporting, expliquer le temps passé, chaque action, et donc voilà, je dirais ma difficulté, elle a été de montrer au sein d'entreprises ce qu'était le métier. Pour des gens qui prenaient ça pour quelque chose, une affaire de geek et qui devaient rapporter tout de suite. Or, le digital s'inscrit dans la durée et dans la confiance et surtout dans la production d'un contenu de qualité. Et ça, c'est difficile à faire faire comprendre à des gens qui veulent tout de suite du quanti. Dans ces cas-là, on peut toujours acheter des faux, hein, ça va très vite. C'est très efficace. Mais parfois, oui, je reconnais, j'ai dû lâcher sur l'achat de faux parce que en face, il y avait que ça qui comptait.
Alors, mais c'est vraiment tellement vrai ce que tu dis et on le vit nous-mêmes à notre niveau et il faut vraiment qu'il y ait une compréhension à ce niveau-là et le fait que tu le soulignes et j'imagine que tu en parles aussi dans ton livre, c'est vraiment, vraiment important. Et alors, ton pire moment, c'était quoi? Mon pire moment, ça a été d'avoir donné une formation pour un média que j'adore. Donc c'est du temps consacré avec beaucoup d'empathie et de conviction et d'avoir passé à peu près 10 fois plus de temps à réclamer d'être payé parce que c'était une formation et donc le statut de formation passe dans des formats administratifs très compliqués en France. Et là, voilà, ça a été un moment de solitude. Oui, non, c'est vraiment très important. Et justement, Alexia, si tu pouvais résumer, toi, de ton expérience jusqu'à présent en tant qu'entrepreneur, la leçon clé que tu en as retirée, qu'est-ce que ce serait? Alors, la leçon clé, c'est évidemment un contrat signé avant de démarrer. Et puis des reportings, être très clair sur chaque action, sur tout ce qui a été fait. Cette transparence, elle est importante puisque ce qui est une des tendances, c'est notamment de travailler à distance. C'est les côtés d'externaliser les missions. Et quand on travaille pas l'un en face de l'autre, les gens peuvent avoir besoin de ce reporting qui fait acte en fait juridique de toutes les actions menées. Voilà, Alexia, que penses-tu? Je pense que c'est le bon moment pour faire une pause. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Alors ici, c'est notre séquence pause café, pause cocktail. Alors soit je t'emmène en pause café, soit tu as deviné en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe. Je te pose une série de questions en rafale. Tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu? Pause cocktail. Pause cocktail, c'est absolument parfait. Et ici, nous nous retrouvons par magie sur la plage, en hamac ou sur chaise longue. Un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. C'est bientôt l'été qui arrive chez vous de toute façon et on est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Alexia, qu'est-ce que tu prends? Une pina colada, c'est possible? Et tout est possible et on fait venir le bar de la plage devant nous, pina colada, c'est parfait, tu t'installes bien. Première question, pina colada en main, comment gères-tu le stress et la peur, Alexia? Alors, comme je vais nager, en réalité, c'est la meilleure façon que j'ai de me détendre. Je me vide, c'est presque un exercice zen, puisqu'en fait, je me vide l'esprit. Et ça me fait du bien et ça me permet d'être beaucoup plus sereine face aux problèmes à gérer. Ensuite, je suis quelqu'un de très active et par conséquent, un des remèdes à ce défaut qualité, c'est de faire des listes. Et donc, je prends un malin plaisir à rayer à chaque fois que les choses sont faites, les unes après les autres. Voilà. Excellent. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors, il y a un ouvrage qui a été clé et c'est La sculpture de soi de Michel Onfray. C'est un ouvrage qui est sorti en 94, qui m'a permis de rencontrer l'auteur. Et dans cet ouvrage du philosophe, il est question de se modeler. Et voilà, et j'ai l'impression d'être une matière vivante, toujours en cours de modelage. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as une routine peut-être que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top, par exemple? Alors, pas de journée type, puisque c'est ça qui me plaît. Je suis très matinale et je me réveille toujours de bonne humeur. Voilà. Ensuite, la journée se déroule avec son lot de surprises, car j'aime, s'il y a bien une émotion que j'aime par-dessus tout, c'est la surprise. Alors justement, comment tu fais pour te lever en étant de bonne humeur?
Oh, c'est la gourmandise, je dois bien l'avouer, le mot est lâché. Le fait de me lever le matin, de me prendre un petit café, un petit toast grillé avec un petit peu de confiture orange amère, pour moi, me suffit à combler, en tout cas, me donner toute la dose d'optimisme. Rappelez-vous que je suis quand même la conservatrice du musée du sourire. Et donc, Oui. alors je dirais que ça se gâte en la fin de la journée. Et beaucoup moins enthousiaste, mais enfin, tout tant que je démarre la journée avec cet esprit-là, tout va bien. Ah, j'adore. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Alors, en ce moment, je suis effectivement tout à fait excitée par une énorme opération, la Museum Week, qui va du 13 au 19 mai dans le monde. Une initiative française, 10 community managers qui ont lancé cet événement en 2014. Et qui mobilise plus de 5000 musées, institutions culturelles, associations dans le monde autour de c'est un hashtag par jour. Au départ, ça a vocation à faire de la médiation, d'aider les community managers, d'inciter les community managers à participer à cet événement mondial. Et puis cette année, une cause majeure est mise en avant, la cause des femmes dans la culture. Donc c'est Women in Culture. Donc c'est toute cette communauté des musées qui se mobilise pour valoriser le talent, les initiatives des femmes qui sont souvent gommées. Voilà, l'histoire nous le montre. Super, on va jeter un œil à ça. Et la dernière question, c'est la plus difficile. Alors Alexia, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Eh bien, je dirais ce qui me mobilise aussi, c'est de donner envie aux femmes d'oser, de prendre la parole, d'avoir une plus grande confiance en elles. Et je sais que en France, Québec, Belgique, tout pays, on a cette chance de pouvoir être relativement libre, mais en Afrique ou ailleurs, c'est plus compliqué. Oui, c'est tellement vrai. Et cette chance de liberté, c'est pas une illusion et il faut l'utiliser. Sinon, ça peut finalement se retourner contre soi. Et Alexia, vraiment, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode. Alors, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais que c'est une chance extraordinaire que l'on soit en train de vivre cette révolution digitale parce que justement elle ouvre des canaux d'expression, de prise de parole inédits. Et je suis convaincue que les communautés sont très ouvertes et que les choses se font assez naturellement quand il y a du talent et qu'il faut oser prendre la parole, oser se montrer, notamment pour les femmes, encore une fois. Et je suis toujours à l'affût de ces pépites. Voilà, donc je suis ne peux que vous encourager à vous lancer, si ce n'est pas encore le cas. Voilà, tout est dit. Alexia, vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale t'écoute. Alors pour me contacter, donc je suis sur Twitter, Alexia_Guggemos. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis mon compte Instagram, pour le coup, c'est celui du Musée du Sourire. Donc c'est Smile Museum. Et bienvenue dans ma communauté. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Alexia Guggemos partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Alexia dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Alexia sur www.smilingpeople.com, c'est smiling-people.com, et de la suivre sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, et surtout, allez jeter un œil au guide de survie digitale. On mettra tous les liens sur la page également. Alexia, vraiment merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci François. À bientôt à tous. Au revoir.
Et voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Alexia. Bon, alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc., etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider, si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode, vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!